Nous vivons une période d'accélération de la civilisation qui bouleverse nos repères anthropologiques traditionnels. Et les IA sont un nouvel épisode de cette transition vers ce que j'appelle l'humanité 3.0. De nombreux philosophes, très nombreux, ont analysé cette crise de la modernité, je vais l'appeler comme ça. Mais finalement, quand on regarde bien, assez peu proposent de solutions. Et c'est en cela que Sam Harris, qui est un intellectuel américain, se distingue, en tout cas par rapport aux philosophes français que je connais, c'est qu'il propose une solution, et cette solution, c'est la méditation. En tout cas, c'est le cœur de sa solution. Face à ce qu'on pourrait appeler le repli religieux, en réaction à cette crise civilisationnelle. Il se trouve que je pratique le yoga depuis de nombreuses années et que je pratique la méditation au quotidien. Donc quelque part, je devrais être ravi de cette proposition, mais pourtant, c'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Bien parce que je considère que, oui, la méditation fait partie de la solution, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que nous ne pourrons pas couper à une réforme en profondeur de nos institutions. Et ça, c'est pas la méditation, qui est une démarche essentiellement individuelle qui va nous la fournir. Voilà, alors je vais développer un petit peu plus. Je vais vous présenter qui est Sam Harris et pourquoi je trouve qu'il est digne d'intérêt, notamment quand on le compare aux philosophes qu'il y a en France. Alors je ne les connais pas tous évidemment, peut-être que j'en loupe certains. Et d'ailleurs, je rajoute Julien Gobin que j'ai découvert récemment et qui propose une analyse de l'évolution de notre société extrêmement intéressante. Bon, c'est pas le sujet, mais bref. La plupart, en fait, sont rationalistes et ne proposent au mieux que des palliatifs individuels à la crise de la modernité. Et surtout, ils ne répondent pas à la soif de spiritualité des gens. Côté anglo-saxon, donc, à part Sam Harris, il y a John Vervaeke qui, lui, est en train d'élaborer toute une voie spirituelle, naturaliste, c'est-à-dire sans faire appel à du surnaturel. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de personnes du milieu académique qui proposent des voies spirituelles, ou dirons-nous des démarches spirituelles. C'est pour ça que Sam Harris, en tout cas, m'intéresse. J'ai regardé sa vidéo de présentation de 9 minutes sur Big Things qui résume un peu, finalement, sa vision du monde. Et en fait, je m'attendais à être plus en accord avec ce qu'il dit que ce que j'aurais cru. Donc sa position, je vais vous l'expliquer après vous avoir présenté rapidement qui est Sam Harris. Donc, il a une chaîne YouTube et un podcast. Il intervient dans pas mal de débats dans la sphère anglo-saxonne, donc il est relativement connu, il a 726 000 abonnés. C'est un intellectuel à succès, il a été meilleure vente en 33 semaines aux newsletters, et notamment avec sa lettre à la nation chrétienne. Donc il est très critique envers les religions, donc il se positionne comme un scientifique. Et pour vous dire à quel point il est critique, bon, en France... ça n'existe pas trop, ce genre de positionnement, enfin, c'est assez rare, en tout cas aussi sévère. Donc il pense que l'islam est particulièrement dangereux pour la civilisation et il souhaite que la civilisation occidentale reconnaisse qu'elle est en guerre contre l'islam. Voilà jusqu'où il va. Pour lui, le djihad est une métaphysique du martyr et considère que c'est très très dangereux. Mais en dehors de ça, c'est aussi un docteur en neurosciences qui a la particularité, donc c'est quand même ce qui nous intéresse dans cette vidéo, des cours de méditation, notamment à travers une application qu'il propose. Bon, il fait un business derrière, ça ne me dérange pas particulièrement, même si c'est en France beaucoup moins courant comme approche. Mais ça correspond à la culture américaine. Et je précise d'emblée que pour moi, la méditation est importante à notre époque. Pourquoi? Parce que c'est un outil de souveraineté personnelle absolument fondamental, j'en reparlerai à l'occasion, et que si on ne fait pas des efforts permanents pour cultiver notre souveraineté, eh bien, elles font comme neige au soleil. Et pour moi, la méditation est un prérequis à la souveraineté. Donc je pars avec un a priori favorable. Donc quelle est la thèse de Sam Harris dans sa vidéo qu'il développe? Je vais vous la résumer succinctement. Il parle évidemment du problème de la civilisation. Et ce qu'il dit, formulé avec élégance, mais n'est pas très compliqué. Donc il part du constat de la fragmentation de plus en plus importante de la société, qui se manifeste, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi, notamment au niveau politique, par la polarisation. Et en fait, plus on est connecté à travers les réseaux sociaux, moins on se sent connecté. La quantité ne fait pas la qualité. Et donc pour lui, ça c'est vraiment important et c'est une partie que je vais critiquer. La réponse à cette fragmentation, c'est le dialogue. Pour lui, nous n'avons le choix qu'entre la conversation et la violence. Donc il insiste beaucoup sur le rôle du dialogue. Et c'est là où intervient ensuite sa critique des religions, c'est que pour lui, en fait, les croyances de chacun, finalement, empêchent le dialogue constructif et la coopération, et l'établissement de la connaissance. C'est pour ça qu'il promeut, en fait, la méditation comme un entraînement mental de dissolution de ses croyances, mais aussi de régulation émotionnelle.
Voilà, j'espère ne pas avoir trahi sa pensée, mais qu'est-ce qui ne me convient pas là-dedans? Déjà, la première chose, j'ai des critiques à faire sur la solution méditation, mais la première chose pour moi, et vous allez voir que ça rejoint le reste, c'est qu'il propose un dilemme entre le conflit et le dialogue. Et pour moi, il y a une autre solution, c'est la séparation justement. C'est précisément quelque part, ce qu'il déplore au départ, la fragmentation. Alors, effectivement, je suis bien d'accord qu'on a tendance à vivre de plus en plus isolé et que finalement, c'est l'analyse que propose Julien Gobin et que j'aime beaucoup, il n'y a plus, ou il y a de moins en moins, d'agora publique. Puisqu'en fait, maintenant, on peut vivre, si on le souhaite, sans côtoyer des gens dans l'agora publique. On peut vivre uniquement dans notre sphère privée. Si on se fait livrer notre nourriture à la maison, on n'a même plus besoin d'aller au marché. Et si on se contente d'interactions virtuelles pour rencontrer des gens, par exemple, avant, on devait aller dans des balles et donc côtoyer d'autres personnes. Mais maintenant, on peut faire ça sur des sites de rencontres, etc., etc. Donc en fait, oui, il y a une fragmentation, mais rien ne dit que justement la solution ne soit pas la séparation. Quand je dis séparation, c'est le fait que dans les institutions actuelles, c'est-à-dire dans le système démocratique, qui pour moi est obsolète, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, et je conçois que tout le monde ne soit pas d'accord avec ça, hein, mais dans le système démocratique, effectivement, la seule solution, c'est le dialogue, parce que si on ne peut pas se séparer, alors il ne reste que le conflit. Dans le système démocratique, eh bien, la séparation n'est pas envisagée. Mais il ne faut pas l'oublier. Et on pourrait très bien imaginer, même au sein d'une démocratie, grâce au principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'une décision n'est prise qu'au niveau, plutôt qu'à l'échelle des gens qui sont concernés. C'est-à-dire qu'on ne va pas décider à Paris d'une politique qui va s'appliquer sur le littoral ou à la montagne ou autre. C'est chacun décide chez soi et effectivement, après, pour ce qui est en commun, on décide au niveau au-dessus. Ce n'est pas du tout le cas en France, par exemple. Donc la séparation n'est pas forcément un éclatement. On peut imaginer des systèmes de fédération, de confédération et autres, si on veut conserver un niveau d'unité nationale ou même continentale, ou même planétaire dans l'absolu, pourquoi pas. Donc je conçois qu'il ne veuille pas aller jusque-là, c'est-à-dire que peut-être il tient au système politique américain, mais il n'empêche que, pour moi, c'est très important de ne pas oublier cette étape de la séparation. Mais on va y revenir dessus. Vous allez comprendre où je veux en venir et le rapport avec les religions et pourquoi, finalement, ça affaiblit beaucoup sa critique des religions, de ne pas considérer cet aspect-là des choses. Maintenant, je vais parler de la méditation en elle-même. Pourquoi ça me pose problème comme solution, en tout cas comme solution unique. Alors, Saint-Maurice ne se limite pas à la méditation, il propose aussi un système moral, mais je laisse ça de côté pour l'instant. Donc d'abord, la méditation, personnellement, je ne la vois pas comme une fin en soi. C'est-à-dire que derrière, en fait, la méditation doit nous amener à des prises de conscience qui doivent nous amener à changer nos comportements. Méditer pour méditer, ça n'a pas d'intérêt. Alors oui, je le redis, pour moi, c'est un outil fondamental, indispensable, surtout à l'ère actuelle, en tout cas pour ceux qui veulent développer un minimum leur souveraineté personnelle. Mais ce qu'il oublie de dire, Maris, bon après peut-être qu'il en parle par ailleurs, je ne connais pas tous ses travaux, mais c'est que la méditation peut mal tourner. Il y a quelques textes à droite à gauche sur internet qui parlent de ça. C'est un peu un tabou dans les milieux spirituels, le fait que pour certaines personnes ça peut déclencher des crises psychotiques. Et même quand ça ne va pas jusque-là, en fait ça peut déséquilibrer le psychisme de manière très subtile des personnes. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les travaux de John Vervaeke qui lui propose une écologie de pratique pour que la méditation soit équilibrée elle-même par d'autres pratiques. Et pour moi, ça, c'est vraiment indispensable. Donc, parler uniquement de méditation, c'est vraiment un problème en soi. Parler d'écologie de pratique, comme le fait John Vervaeke, pas de problème. Et dans ce cadre-là, la méditation est indispensable, oui, mais pas en tant que pratique unique. Ensuite, ça va peut-être choquer, mais la méditation n'exclut pas du tout la violence. Ce n'est pas une solution à la violence. Vous pouvez très bien, et j'en sais quelque chose puisque je pratique les arts martiaux. Alors, les arts martiaux, c'est une forme de violence contrôlée, mais ça reste quand même de la violence. Vous pouvez très bien méditer pendant un combat. Donc, en fait, proposer la méditation comme solution à la violence comme il le fait, c'est que ça découle d'une philosophie plus ou moins idéaliste, comme quoi, en pratiquant la méditation, on se détacherait des contingences matérielles et donc on serait moins enclin à la violence. Alors, ça peut exister, mais c'est aussi le genre d'approche qui peut mener à des crises psychotiques, ou à des problèmes de déréalisation de soi, ou des problèmes de dépersonnalisation. Précisément, ce genre de pratique méditative, qui vise à exclure la violence. Donc la méditation ne prône évidemment pas la violence, hein, elle la transcende, je tiens à le préciser quand même aussi, c'est-à-dire qu'elle est ni pour ni contre, bien au contraire. Donc voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le rappelle, il faut une écologie de pratique. La méditation toute seule, ça ne suffit pas. Et en plus, j'ajoute
Je vais en venir à mon point principal. Petit à petit, vous allez comprendre, je vais reboucler avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire de la séparation ou de la fragmentation. La méditation ne remplace pas l'appartenance à une communauté. Et ça, c'est très important. Alors évidemment, on peut participer à des communautés de méditants, mais ce n'est pas la méditation qui fait le ciment de la communauté. J'ajoute que si vraiment l'objectif c'est de diminuer la violence, il y a une autre compétence qui est fondamentale à maîtriser, peut-être même plus que la méditation, c'est la capacité à dialoguer, et ça c'est pas forcément la méditation qui l'apporte. On peut trouver ça au moins autant dans la rhétorique. Donc pourquoi ne pas proposer des cours de rhétorique? Bon, c'est sûr, c'est moins sexy, ça répond moins aux besoins de transcendance, mais il n'empêche que par rapport à la problématique qu'il développe, Samaris, qui est la violence versus le dialogue, eh bien, il y a une autre solution. Il faudrait peut-être envisager, ou au moins réfuter si ça lui semble secondaire. Et enfin, pour éviter la violence, encore une fois, il y a aussi une autre capacité importante à cultiver, c'est la capacité de refus. Et ça, la méditation, souvent, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle est associée à des pratiques de détachement qui réduisent quelque part la capacité de refus. Et par capacité de refus, c'est simplement la capacité de dire non. Et c'est une capacité qui se construit, qui peut se construire par la méditation, mais dans la pratique, parfois, c'est bien mieux d'avoir de l'argent sur son compte d'épargne pour être capable de refuser quelque chose, ou même d'avoir, comme c'est le cas aux États-Unis, le droit de s'armer. Ça permet de se protéger et de refuser certaines violences. Sinon, on est obligé de la subir. Le dialogue ne résout pas tout, parce que tout le monde n'est pas disposé à dialoguer dans tous les cas. Et tout le monde ne va pas se décider à méditer pour se détacher des contingences matérielles. Donc, sa solution me semblait séduisante, et encore une fois, je répète, je suis un yogi, je médite tous les jours. Mais pour moi, ce n'est pas une solution à la crise de la modernité. C'est éventuellement un morceau de la solution par rapport à l'accélération sociale et effectivement au fait de conserver sa souveraineté personnelle. Maintenant, je voudrais terminer en examinant le rapport entre la méditation et la religion, et surtout la critique que fait Samaris de la religion. Alors, je précise d'emblée que je me considère comme un scientifique, en tout cas, je suis partisan de la méthode scientifique, donc il y a bel et bien un côté superstitieux, obscurantiste, dans les religions, qui ne me convient pas. Ceci dit, pourquoi les gens sont attirés par la religion? Ce n'est pas pour ces raisons-là. C'est parce qu'elle propose une transcendance, une communauté et une morale. Ce que ne propose pas la méditation. Alors Samaris propose effectivement un cadre moral. Mais moi, ici, c'est pas de ça que je parle. La religion propose une morale. En fait, nous avons tous des intuitions morales différentes. On ne va pas tous se retrouver derrière une seule morale. Même si je salue l'effort de Samaris dans sa proposition, on pourrait dire qu'il propose un cadre métamoral ou métaéthique. C'est-à-dire un cadre dans lequel tout le monde va pouvoir s'entendre, à la rigueur. Mais je ne vais pas trop développer cette partie-là, parce que ça m'amènerait trop loin, mais il n'empêche que derrière, on n'aura pas tous les mêmes intuitions morales. Et ça, pour moi, c'est un des gros oublis de la modernité, c'est de croire qu'on va réussir à tous se mettre d'accord. Par le dialogue, notamment. Eh bien non, il y a des points sur lesquels on ne sera pas d'accord. Ni vous ni moi, ni personne en fait, parce qu'on n'a pas tous les mêmes intuitions morales, on n'a pas tous la même vision morale de la vie. Donc en fait, ce que proposent les religieux, c'est un cadre moral qui regroupe des gens qui partagent plus ou moins, à peu près en tout cas, la même morale. Mais cette morale ne conviendra pas à d'autres. Et aujourd'hui, justement, du fait de la modernité, puisqu'on cultive notre individualité, on cultive nos valeurs morales personnelles aussi. Donc on peut se retrouver au sein d'une communauté avec d'autres personnes parce qu'on partage les mêmes valeurs morales, mais on ne peut plus faire ça à l'échelle d'une société tout entière ou d'un pays tout entier. Et il n'y aura pas de discussion qui aboutira à un accord sur ces questions-là. Et enfin, la religion propose une transcendance. Alors c'est très relié quelque part à la question de la morale. Mais la transcendance, c'est le fait de se relier à quelque chose de plus grand que soi. Et justement, vous prenez un animaliste, sa morale à lui, ça va être la protection des droits des animaux. Comment vous allez le mettre d'accord avec un chrétien, ou un humaniste, ou un musulman, ou un hindouiste, ou un bouddhiste, etc., etc. Enfin, bien sûr qu'il y a des similitudes, mais il y a des sujets sur lesquels il n'y aura pas d'accord possible. Parce que ça découle d'une vision transcendante de la vie et de présupposés métaphysiques différents. L'animaliste, il va considérer que l'animal est conscient qu'il souffre et que donc on n'a pas le droit de le faire souffrir. Vous comprenez bien que ce n'est pas compatible avec la vision d'un musulman ou d'un chrétien ou un autre, ou même un humaniste. Les humanistes considèrent qu'il faut s'occuper de l'humanité et pas de l'ensemble du vivant. Et on ne mettra pas les gens d'accord là-dessus. Et la science ne mettra pas les gens d'accord là-dessus. Parce que fondamentalement,
La vie est faite de dilemmes et d'incertitudes. Et ça restera comme ça indéfiniment. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Donc voilà pourquoi, selon moi, il faut permettre un degré de séparation au sein des communautés différentes, parce que ça découle de visions de la vie qui sont différentes. Et qu'aujourd'hui, la cohabitation devient de plus en plus difficile pour les raisons de l'accélération de la société. Effectivement, là-dessus, je rejoins le constat que fait Samaris et que font, j'ai envie de dire, presque tous les philosophes modernes sur le problème que pose notre époque et qui ne va faire que s'amplifier, à mon avis, avec l'arrivée des IA maintenant. Donc moi, qu'est-ce que je propose finalement dans tout ça? Oui, la méditation, je promeus la méditation, bien évidemment. Mais pour moi, je le redis, et ce sera ma conclusion, on ne va pas couper à des réformes institutionnelles. Et ça, en général, oui, ça se fait dans la douleur, malheureusement, je n'y peux rien. Mais je pense que c'est ce qui se prépare en ce moment, que c'est le sens de l'histoire.